donc les nouveaux investisseurs, ils sont systématiquement à la recherche de la nouvelle crypto-monnaie pépite qui va faire un x10, x50, x100 sur leur portefeuille. Tu le sais, il n'y a pas de nouveau Bitcoin. Bitcoin restera Bitcoin. Et tous les projets qui se présentent comme étant le nouveau Bitcoin sont été des shitcoins, donc des projets qui ne reposent sur rien et qui sont voués à mourir. Néanmoins, je pense que ce marché haussier, ce bull run n'est pas terminé. Je pense qu'on a encore sur l'année 2024 des upsides de gains. C'est mon avis perso, peut-être que je me plante totalement, mais je pense qu'on est à peu près au milieu de cette vague haussière et que sur l'année 2024, ce serait pas délirant d'aller chercher cette barre des $100 000. Bonjour Victor. Salut Thomas. Tu vas bien? Ça va super et toi? Nickel. Bah écoute, aujourd'hui on est là pour parler crypto-monnaie, de tout un tas de sujets sur les cryptos, principalement adaptés donc pour les débutants. Je te propose déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, pourquoi tu es là et pourquoi tu es légitime pour nous parler de crypto-monnaie aujourd'hui? Bien sûr. Donc j'ai 27 ans, j'ai un parcours assez traditionnel. J'ai fait une licence d'économie-gestion, après je suis passé par une école de commerce. J'ai pu faire différents stages, notamment dans des grosses boîtes. Par contre, je me suis rendu compte que travailler pour quelqu'un d'autre, c'était pas forcément ce à quoi j'aspirais. Et en parallèle de ça, je développais une passion depuis quelques années qui était la gestion des finances perso. Donc j'ai commencé assez tôt à m'exposer à l'investissement. Donc j'ai commencé avec un premier investissement locatif suite à un prêt que j'avais pu faire en tant qu'étudiant. Donc j'avais un petit peu magouillé auprès de la banque. T'as pu emprunter en tant qu'étudiant? En tant qu'étudiant, donc je leur ai dit que j'avais tout simplement besoin de pas mal de liquidités parce que je comptais faire mes études dans une grande école en Suisse qui coûtait très cher. Mais finalement, c'était juste pour investir dans un petit studio à Paris. Donc j'ai commencé à rentrer petit à petit dans l'immobilier. C'était ma première opération. Après, j'ai dérivé sur la bourse. J'ai eu la chance de pas tomber dans le stock picking et directement m'exposer aux ETF via gestion passive. Et petit à petit, en 2017, j'ai dérivé dans les cryptos. Je suis tombé littéralement amoureux de cette classe d'actifs. Tellement amoureux que quelques années plus tard, j'ai décidé de lancer ma boîte qui s'appelle Ambro, qui est une fintech régulée en tant qu'Upsan. Ok, donc du coup, tu as commencé l'investissement quand tu étais étudiant, donc vers 2015, si j'ai bien suivi. C'est ça, vers 2016, ouais, à peu près. Ouais, ok, et tu as découvert les cryptos en 2017, finalement comme beaucoup de monde, parce que ce bull run, on y reviendra, mais ça a été un petit peu le premier un petit peu qui était vraiment grand public, j'ai envie de dire. Je suis aussi concerné, c'est là où j'ai découvert la crypto, et donc 2 ans après finalement la découverte de la crypto, tu lances ta boîte, c'est ça? Alors, un peu plus tard. Donc la boîte officiellement a été créée en 2021. Donc avant de la créer, bien sûr, on a travaillé pendant de longs mois dessus. Mais le projet a officiellement été lancé en 2021. Ok. Donc plutôt sur la deuxième vague haussière. Deuxième bull run. Le deuxième bull run vraiment auprès du grand public. On va considérer qu'avant 2017, c'était uniquement un petit peu les nerds, les geeks qui étaient là-dedans. 2017, on a le premier intérêt du grand public par rapport aux crypto-monnaies, et 2020-2021, là, une deuxième fois, le grand public s'y est exposé de près. Ok. Et c'est là, du coup, où t'as créé ta boîte sur les cryptos. Tu peux nous dire très rapidement en quoi consiste ton projet d'Ambrosia? Bien sûr. Donc Ambrosia, c'est une solution qui est régulée auprès de l'AMF en tant que prestataire de services sur actifs numériques. On aide en fait tous les débutants, tous les néo-investisseurs qui cherchent à diversifier leur patrimoine sur cette classe d'actifs. Des débutants qui ne savent pas réellement comment s'y prendre, qui ont pu essayer sur des plateformes mais qui se sont pris des murs et qui sont vraiment à la recherche d'un accompagnement et de solutions d'investissement passives via des fonds indiciels crypto. Ok. Du coup, ça tombe bien que vous accompagnez les débutants parce que l'objectif, moi, mon audience, elle est quand même assez débutante sur les cryptos. Dans le podcast, je parle principalement de bourse et d'IMO, mais j'ai, on va dire, la troisième branche que je développe principalement, c'est les cryptos parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde, on me pose beaucoup de questions dessus. Donc, voilà, on va adapter l'épisode pour les débutants. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par décrire quelles sont, selon ton expérience, les plus grandes erreurs qu'on voit chez les débutants qui se lancent et qui se prennent un petit peu des portes de saloon quand ils démarrent en crypto? Qu'est-ce que tu vois le plus souvent que tu pourrais décrire comme erreur et surtout comment les éviter? Bien sûr. La première erreur qu'on voit vraiment le plus souvent chez les débutants, c'est la recherche du nouveau Bitcoin. Les débutants pensent que Bitcoin est obsolète, qu'il n'y a
que Bitcoin n'est plus une opportunité d'investissement parce que Bitcoin est la première des crypto-monnaies qui a été lancée en 2008-2009 et que maintenant en 2024 c'est trop tard. Et donc les nouveaux investisseurs, ils sont systématiquement à la recherche de la nouvelle crypto-monnaie pépite qui va faire un x10, x50, x100 sur leur portefeuille. Tu le sais, il n'y a pas de nouveau Bitcoin. Bitcoin restera Bitcoin. Et tous les projets qui se présentent comme étant le nouveau Bitcoin sont été des shitcoins, donc des projets qui ne reposent sur rien et qui sont voués à mourir. Donc une grande partie des néo-investisseurs ont cette fâcheuse tendance à aller sur des shitcoins. Alors, je vois très bien de quel type d'investisseur tu parles. Enfin, je vois très bien ce type d'erreur. Mais généralement, j'ai l'impression quand même que les gens qui rentrent sur les cryptos, ils commencent en fait par Bitcoin. Parce que c'est connu tout ça, et dès qu'ils voient un petit peu la volatilité du marché, ils commencent un petit peu à creuser, j'ai l'impression que c'est toujours dans un second temps en fait qu'ils viennent chercher la pépite. Je sais pas si t'as remarqué ça aussi, ou est-ce que c'est tout de suite ils vont chercher la pépite, ou moi j'ai l'impression que ça va quand même en deux phases en fait. D'abord on investit sur Bitcoin ou Ether, et ensuite on se dit bon c'est pas si volatile que ça, machin, enfin, quoi que ça dépend des périodes, et donc c'est à ce moment-là, tu vois, c'est dans un second temps, on se croit bon, et là, on va chercher la fameuse crypto-pépite qu'on peut se faire vendre sur les réseaux, par exemple, quoi. Je suis d'accord avec toi. Prenons un investisseur lambda qui a 1000 euros à investir en crypto et que ça représente à peu près 5% de son patrimoine, de ses liquidités. Je te donne un cas concret. Effectivement, la personne, dans un premier temps, elle va s'exposer à Bitcoin parce que Bitcoin est la première crypto-monnaie, c'est la plus connue et ça va de soi que la personne s'expose dans un premier temps à cette crypto. Donc, il va investir 50, 100 euros et il va attendre quelques semaines. Il va potentiellement faire du profit. Donc, il va être rassuré. Il va se sentir vraiment en confiance. Il va regarder quelques vidéos sur YouTube, suivre quelques influenceurs sur Twitter. Il va se sentir tellement en confiance qu'il va maintenant se considérer comme étant un expert et que il pense pouvoir être plus intelligent que le reste du marché et détecter les nouvelles crypto-pépites. Et c'est là où, dans un second temps, la personne va s'exposer à d'autres crypto-monnaies, mais il va s'exposer du coup sur une proportion beaucoup plus importante que son premier investissement sur Bitcoin qui était de seulement 100 euros. Donc il va potentiellement investir 10%, soit 100 euros de son enveloppe de 1000 euros sur Bitcoin et tout le reste, dans la seconde phase où il a un excès de confiance, il va aller sur des projets beaucoup plus petits, des projets exotiques qui sont dans la grande majorité des cas des shitcoins. Ok. Je sais pas si tu connais cet effet Dunning-Kruger. J'avais vu un graphique appliqué au crypto, je trouvais ça intéressant. Alors j'invite les auditeurs à regarder ce graphique. En fait, on part alors de mémoire en abscisse, c'est les connaissances, et en vertical, c'est notre rendement ou notre excès de confiance, je sais plus, mais bref. En gros, ça fait une énorme parabole au début. On se dit on est super fort, et puis après il y a ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Et en fait, plus le temps passe, plus en fait on se rend compte qu'on revient à la base qui est finalement Bitcoin ou les plus gros projets crypto, quoi. Et quand on est dans l'excès de confiance et qu'on sera le meilleur investisseur, et c'est là où on va voir tous les fameux shitcoins et les fameuses crypto pépites dont on entend parler. Ouais. Ok, donc ça c'est l'erreur que tu vois le plus souvent. Ou une des erreurs, est-ce qu'il y en a d'autres, tu vois, que les investisseurs débutants peuvent éviter, que tu vois aussi régulièrement? Ce qu'on voit très souvent, c'est du FOMO également. Donc FOMO, l'acronyme de Fear of Missing Out. Dès que le marché repart un petit peu à la hausse, et on l'observe en ce moment, le marché se porte plutôt bien depuis le début du conflit au Moyen-Orient entre la Hamas et l'Israël, le marché crypto vraiment s'est réveillé, et c'est encore plus réveillé début d'année 2024 avec l'arrivée des ETF Bitcoin Spot. Donc les volumes sont en train d'exploser, les cours sont en train d'exploser, Bitcoin a récemment dépassé son record, et là d'un coup tout le monde veut à nouveau acheter de la crypto. Alors acheter la crypto quand ça monte, pourquoi pas? De toute façon, pour moi, je considère qu'à partir du moment où tu t'exposes à Bitcoin et que tu es là sur le long terme, tous les moments sont bons pour investir. Mais c'est pas parce que Bitcoin monte qu'il faut y aller comme un forain et FOMO et suivre le mouvement parce que son nom Tata ou je ne sais qui s'est exposé pour la première fois au Bitcoin. Donc il y a vraiment toujours du FOMO, et ça c'est une erreur qui revient souvent. Une autre erreur, c'est ça, on peut la retrouver sur la bourse, t'en parles beaucoup sur ton podcast, c'est que on est toujours à la recherche de stock picking sur la crypto et d'une gestion très active. On a toujours envie de faire mieux que le toujours marché, faire mieux, être plus intelligent que la moyenne. Et le problème, c'est humain, quoi. C'est ça. Et sauf que le problème aujourd'hui, avec les plateformes crypto, tu peux mettre des effets de levier considérables, du x5, du x10, voire même du x100 sur certaines plateformes. Ce qui fait que tu peux très vite te faire liquider et engendrer du coup de grosses pertes. Donc une erreur qui revient très souvent, c'est le trading. L'être humain, il est avare. À partir du moment où il va faire 50% en faisant du hold sur Bitcoin,
bah ça c'est pas suffisant pour lui et il voudra Plus. toujours plus et il va vouloir se mettre à faire du trading et c'est là où on se rend compte que malheureusement il va avoir de la perte. Et c'est intéressant que tu fasses le parallèle avec la bourse parce que moi je suis aussi très pro ETF, hein. Alors je fais aussi un petit peu de stock picking, mais je considère vraiment que c'est ma poche un petit peu d'amusement, voilà, un petit peu pour me faire plaisir, et j'ai pas du tout la prétention de faire mieux que le marché, j'en suis conscient. Et on a des stats qui sont clairs, j'en parle très régulièrement dans le podcast, je cite très souvent l'étude Spiva, que je pense que tu dois connaître, qui dit, je la répète pour ceux qui ne connaissent pas, qui explique que, en fait, historiquement, on va dire sur 10, 15, 20 ans, enfin, plus on est sur un horizon de temps long terme, plus les fonds d'investissement, donc ceux qui font de la gestion active, font moins bien que leur indice de référence. Et je serais vraiment curieux de voir dans 10, 15, 20 ans, en crypto, de voir, en fait, quelqu'un qui fait juste du Bitcoin ou juste un indice top 10 crypto, enfin voilà, le top 10, top 15, peu importe, VS quelqu'un qui fait du stock picking, VS des fonds qui essayent de faire mieux que le marché. Alors évidemment, le marché est encore trop jeune, je pense, pour qu'on ait des études là, mais je suis vraiment curieux d'avoir ça, et si bien sûr le marché continue comme ça et continue à mûrir, je pense que ces études arriveront, et moi je fais le pari, tu vois, Victor, que la gestion passive vaincra la gestion active, même sur les cryptos, quoi. Je suis 1000 fois d'accord avec toi. L'étude Spiva, elle montre qu'à peu près 90% des investisseurs qui ont une gestion active n'arrivent pas à battre le marché. Sur une classe d'actifs aussi volatile, aussi complexe que la crypto, je pense qu'on serait sur des stats encore bien plus élevés. Donc je partage à 100% ton avis, carrément. Ok, du coup c'est une belle transition qui est faite sur la gestion active, gestion passive. C'est vrai que dans le monde de la crypto, généralement, les gens qui se lancent, ils se lancent tout seuls. Alors, à tort ou en raison, en fonction des connaissances qu'on a et de comment on se lance, bien sûr. Mais, tu vois, tu disais avec Ambro, c'est de la gestion passive. Je voudrais savoir un petit peu en quoi consiste finalement la gestion passive. Alors là, je parle pas de l'ETF spot Bitcoin qui a été sorti par BlackRock, qui est d'ailleurs, entre guillemets, tu me confirmes si je dis des bêtises, n'est pas encore dispo en France. Hein, aujourd'hui, voilà, sauf erreur de ma part... du moins en avril 2024, on peut toujours pas investir dans un ETF spot Bitcoin en France ou en Europe. Mais comment peut-on faire ? Est-ce que c'est possible de faire de la gestion passive en crypto, quoi ? Bien sûr, bien sûr. Pour moi, dans la gestion passive, il y a la diversification. C'est s'exposer avant tout au travers d'une seule ligne à une multitude d'actifs. On s'expose sur le long terme et des actifs qui vont s'auto-nettoyer, s'auto-rebalancer selon des règles de gestion très claires, très transparentes et sur des périodes définies. Donc tous les mois ou tous les 3 mois ou tous les ans, peu importe. Donc en fait, on vient s'exposer à un panier de crypto au travers d'une seule ligne, d'un seul investissement. Donc c'est pour moi s'il fallait donner une définition très simple de ce que c'est que la gestion passive, c'est ça, donc des fonds indiciels crypto. Alors, donc on est vraiment sur le même concept qu'un ETF action en bourse, hein, donc avec le concept, panier d'actions, la fonction nettoyante que tu as bien décrit. Donc ça veut dire que en gros, quand une crypto performe moins bien, qu'elle sort du notre top 10, hein, on va donner l'exemple pour simplifier d'un ETF top 10 par exemple, s'il y en a une qui performe moins bien, qu'elle a une grosse baisse, elle va sortir de ce top 10, elle sera remplacée du coup par celle qui performe mieux. Donc ça nous permet d'éviter de choisir nos cryptos, d'éviter de savoir quand vendre et quand acheter. Moi je trouve que c'est surtout ça la grosse plus-value des ETF, c'est que ça évite de devoir prendre des décisions finalement. Ça évite de savoir quand acheter, quand vendre, parce que c'est ça qui est le plus dur finalement en investissement. Et mais du coup, finalement, les fonds indiciels crypto, c'est pas encore reconnu finalement comme un instrument financier classique comme un ETF, j'imagine. C'est plutôt des sociétés comme la vôtre qui créent ces indices-là. Mais pour le coup, en termes de, je pense qu'on va appeler ça réglementation, mais est-ce que on peut pas appeler ça un ETF réellement en fait ? Vous appelez comment ça se formule et comment ça s'articule ? On peut pas appeler effectivement ça un ETF. Nous, sur notre plateforme, on leur a donné un nom spécifique qui est vraiment spécifique à notre fintech. On appelle ça des paniers crypto. Pour faire très simple, on s'adresse à des débutants, on emploie des mots simples. Ouais. Mais tu peux appeler ça un portefeuille préconçu de crypto-monnaie, tu peux appeler ça un fonds indiciel de crypto-monnaie, un panier crypto, un portfolio crypto prédéterminé. Tu peux employer plein de termes, mais au final, c'est exactement la même chose. C'est comme un ETF, mais on n'a pas trop le droit de dire que c'est un ETF, quoi. Exactement. Et après, le concept, on est d'accord, c'est qu'il y a un rééquilibrage, du coup, qui est mensuel, finalement, ou trimestriel, enfin, une période donnée comme les ETF, c'est-à-dire que on va prendre une photo à un instant T, et dans 3 mois, surtout vu que c'est la volatilité de la crypto, forcément, il y a des chances que ça change, et du coup, vous vendez, achetez, les cryptos qui sont sortis aux rentrées pour, respecter, finalement,
le fameux indice suivi. En réalité, il n'y a pas d'indice, j'imagine. Hein. C'est pas un indice comme le MSCI World ou le S&P 500. C'est le panier finalement que vous essayez de reproduire. C'est ça. Alors, tu vois, sur un ETF qui va suivre la performance du CAC 40, tu vas potentiellement avoir un rebalancement d'une manière trimestrielle. Comme sur de la crypto, on est sur une classe d'actifs qui est plus volatile, il peut avoir plus de mouvements sur un laps de temps de 30 jours, donc sur un mois. Donc nous, on opère un rééquilibrage à la fin de chaque mois. Ce rééquilibrage, il va être basé sur des règles de gestion très simples, très transparentes, comme je te l'indiquais. Donc ces règles de gestion, si on reparle à nouveau de notre thématique top 10, elle va uniquement être basée sur la market cap de chacun des actifs. Donc market cap, capitalisation boursière. Donc plus un actif en fait pèse sur le marché, donc plus donc Bitcoin et Ethereum vont avoir un poids important au sein de l'indice, et les crypto-monnaies qui ont un poids un peu moins important, donc potentiellement la 8e, 9e, 10e crypto-monnaie du top 10, eh bien on va avoir une pondération au sein de cet indice qui va être faible, un peu plus faible. Donc cette thématique top 10, nous on a fait le choix quand même de caper les deux grosses cryptos, Ethereum et Bitcoin, parce que sinon elles prendraient presque l'intégralité du panier. Donc on les a capés à 35% pour chacune d'entre eux, donc on a 70% exposé à Bitcoin et Ethereum, et le reste est exposé vraiment en fonction de leur market cap au sein de cette thématique top 10. Ok. Donc ouais, vous avez capé pour éviter justement d'avoir un effet un peu trop concentré finalement sur les fameux blue chip. Alors blue chip, j'en pas du jargon, mais blue chip c'est. Alors comment tu définirais d'ailleurs blue chip? Parce que moi j'ai tendance à le définir d'une façon, mais je suis curieux de voir comment toi tu le définirais, tu vois, ce jargon qu'on emploie dans la crypto. Ouais, pour moi c'est tout simplement les deux projets qui sont le plus adoptés, sur le projet sur lequel on a le plus de recul, de plus de cas concrets, qui sont les plus robustes, qui sont insensibles à la censure. Et aujourd'hui, il y en a vraiment deux qui ressortent. Enfin, des projets sur lesquels on peut se projeter vraiment les yeux fermés. Pour moi, selon moi, c'est mon avis, c'est pas un conseil une nouvelle fois. Sur lesquels on peut se projeter sur des années, des dizaines d'années, les yeux fermés, c'est Bitcoin et Ethereum. Si on prend d'autres crypto-monnaies du top 10, j'en sais rien, parlons de Solana, BNB Chain, Cardano, je suis pas sûr qu'on les reverra dans 20-30 ans. Bitcoin, Ethereum, pour moi, c'est une autre histoire. Donc, c'est pour ça qu'on peut considérer ces deux-là comme des blue chips. Tu te considères, toi, comme un maximaliste Bitcoin? Non. Je crois à fond en Bitcoin. Je suis le gros de mon portfolio est exposé à Bitcoin, mais je suis à fond derrière le projet Ethereum, et j'ai une petite allocation à la hauteur de 10% à des projets qui m'amusent, que j'aime bien suivre, parce que une petite allocation stock picking pour un petit peu comme tu peux faire toi sur la bourse, exactement. Je t'avoue que j'ai une allocation un peu similaire à la tienne, avec blue chip d'un côté et des petites allocs, pour m'amuser un petit peu, mais encore une fois avec l'humilité de me dire que c'est pas sur ça. Enfin, je sais très bien que je fais ça par plaisir et pas du tout je sais très bien que je ferai pas des fois 100, et je le fais pour m'amuser un petit peu, quoi. Ok, est-ce que j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu du côté régulation dans la crypto, parce que je pensais pas toi que je vais la prendre. On voit des arnaques quand même fleurir partout dans la crypto. Tout le temps. Tout le temps. Le cadre, je trouve quand même que la réglementation arrive quand même à petits pas. Je trouve que c'est une bonne chose, notamment la réglementation MiCA. Et est-ce que déjà tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est le PSAN, pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi ça consiste, et pourquoi finalement c'est quand même un gage de sécurité et de valeur pour l'investisseur qui veut se lancer en crypto, et pourquoi il devrait choisir plutôt un acteur qui est PSAN? Ouais. Alors PSAN, c'est l'acronyme de prestataire de services sur actifs numériques. Donc c'est une accréditation qui est délivrée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc en France, on compte à peu près aujourd'hui une centaine de sociétés qui sont régulées en tant que PSAN. Donc c'est un gage de confiance, parce que pendant une période d'à peu près 1 an, voire même plus, pour certains projets, ça peut même monter jusqu'à 18, voire même 24 mois, l'AMF va mener un audit assez poussé par rapport aux solutions qui vont être proposées sur la plateforme, mais aussi par rapport aux fondateurs ou aux dirigeants de la société. Donc vraiment un audit qui prend du temps, où ils mettent leur nez dans chacun des produits qui seront proposés et qui sont validés ou qui ne sont pas validés. Donc pour le client final, l'utilisateur final de la plateforme, ça ne garantit pas que la société peut faire faillite. Ça, techniquement, c'est possible, et ça ne garantit non plus pas le fait. Finalement, c'est deux choses différentes quand même. Enfin, le fait que la société fasse faillite, que la société fonctionne ou pas, et que ce soit bien fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même. Mais ça ne garantit pas non plus que les fondateurs ou les dirigeants de la société partent avec tous les fonds des clients. Il y
il y a quelque chose qui est écrit noir sur blanc, qui est derrière cette société, quels sont les process, comment sont conservés les actifs. Mais avec la blockchain, tu le sais, on peut transférer des actifs d'un endroit A à un endroit B. Par contre, comment on le fait? Il y a plein d'outils pour le faire, et il faudrait que tous les associés, tous les dirigeants et tous les employés de la société soient corrompus et se mettent d'accord. Mais il faut savoir, un PSAN, ce n'est pas un gage de confiance à 100%. On n'a jamais vu de PSAN monter des arnaques, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Par contre, c'est la prison directe si jamais on met la main sur ces personnes-là. Mais un PSAN, je dirais, c'est un gage de confiance à 99%. Et 99%, c'est beaucoup mieux qu'une plateforme venant de Russie dont on connaît absolument rien. Ouais. Alors après, moi j'ai aussi tendance à penser à un truc. C'est pas parce qu'une plateforme n'est pas PSAN que c'est forcément une arnaque aussi. On peut avoir des plateformes très fiables qui sont pas forcément PSAN. Après, comme tu l'as dit, c'est toujours un petit gage. Enfin, moi, c'est un petit peu la petite coche. Voilà, ça a été tamponné par l'AMF. On sait que voilà, ça a été tamponné par le régulateur français en tout cas. Mais ce n'est pas parce qu'un acteur n'est pas PSAN finalement que c'est forcément une arnaque aussi, quoi. C'est ça, bien sûr. Ok. Du coup, parlons d'arnaque maintenant. J'ai tendance aussi à vouloir un peu protéger ma communauté aussi pour ceux qui se lancent, notamment sur les cryptos, parce que voilà, je sais que c'est pas on va dire l'investissement privilégié peut-être que de l'investisseur lambda. Comment on peut s'en prémunir, tu vois, des arnaques? Est-ce que toi t'as des façons de les repérer, des signes, tu vois, qu'est-ce qui peut nous alerter, tu vois, quand comment on peut sentir qu'il y a une arnaque derrière un projet, que ce soit un projet crypto ou soit même une plateforme crypto ou je sais pas moi, quel que soit le type d'arnaque qu'il peut avoir. Je pense qu'au final, la réponse que je vais donner, elle pourrait être applicable à la classe d'actifs sur les marchés boursiers. Une personne qui va te vendre des rendements qui sont bien plus supérieurs à ce qu'on pourrait retrouver, une personne qui se présente comme étant un pro du trading et qui te dit qu'au bout de 3 mois, elle peut faire un x5 sur ton capital. Ce genre d'arguments qui sont en réalité absolument pas possibles. Enfin, c'est un premier red flag, c'est un premier warning où on se dit oula, attention, ça sent l'arnaque. Par contre, il y a des arnaques dans la crypto qui sont plus subtiles, plus compliquées à détecter. C'est ce qu'on retrouve très souvent dans les shitcoins. Donc des projets qui sont poussés par des communautés, des projets qui en réalité reposent sur rien, mais qui peuvent prendre de la valeur très rapidement et qui sont poussés par des influenceurs qui sont très connus, des influenceurs qu'on voit tous les jours à la télé. Ça peut être des footballeurs, ça peut être des journalistes, ça peut être des hommes politiques même parfois. Et quand on voit que toutes ces personnes-là s'y exposent, on se dit mais j'ai pas envie d'être le dernier, et donc on a souvent tendance également à y aller. Et donc là, ces arnaques plus subtiles, elles peuvent faire très mal parce que du jour au lendemain, le fondateur à tête de ce projet peut tout simplement se barrer avec la caisse et faire tomber le projet à zéro en l'espace de 24 heures. Ouais, mais dans ces cas-là, tu vois, si le journaliste, le footballeur, ou le sportif en fait la promo, il est autant responsable finalement. Parce qu'il a transmis finalement, il a poussé finalement des gens à investir dans un truc. Alors après, il faudra prouver que la personne était au courant ou pas que c'était une arnaque derrière aussi, parce qu'après, il peut être aussi, la personne qui influence peut être aussi lésée en ne sachant pas. Après, je pense que c'est le travail de la justice de déterminer, mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis que ça c'est beaucoup plus subtil finalement que quand on promet un x10 en 3 mois, quoi. Parce que à part d'être vraiment complètement débutant et d'être peut-être un petit peu naïf là-dessus, le deuxième cas que tu dis, ça peut vraiment toucher beaucoup plus de monde, quoi. Et après, je te rassure, dans 99% des cas, les influenceurs, les footballeurs, les journalistes ou les hommes politiques qui peuvent faire la promotion d'un projet, généralement, ce sont des personnes honnêtes. C'est juste qu'elles sont pas réellement renseignées, sont pas renseignées réellement sur le projet. On leur a juste fait une belle offre de 10, 15, 20 000 euros pour mettre en avant ce projet auprès de leur communauté. Et au final, ils se rendent compte que quelques mois plus tard, eux aussi se sont fait berner et que c'était une arnaque. Ok. Et si on reste un petit peu alors je vais pas dire que c'est des arnaques ce que je vais te dire, mais qu'est-ce que tu penses des robots trading? Est-ce que ce sont toutes des arnaques? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour quelqu'un qui se lance? Parce que j'en entends beaucoup parler, il y en a plein des fois qui viennent me voir sur Insta en me disant ouais, j'ai entendu parler de ce robot trading, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi à chaque fois je dis j'en sais rien, c'est pas du tout mon domaine, donc je donnerai jamais mon go à quelqu'un, mais je voulais savoir toi qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour un débutant, un investisseur avisé? Est-ce qu'il y a des scams? Est-ce qu'il faut être vigilant?
Je pense dans tous les cas, il faut être vigilant. Hein. À partir du moment où on met 1 euro quelque part, et peu importe sur ce que c'est, hein, il faut toujours être vigilant. Et encore plus avec les robots trading, parce qu'on parle de trading et ça appelle à soit des gains importants, soit des pertes importantes. Donc dans tous les cas, il faut être vigilant. Des robots trading, c'est vrai, parfois ce sont des scams, parfois ce sont des arnaques, mais pas forcément. On a des robots trading très fiables qui tournent très bien. Ces robots trading, ils vont être basés sur des analyses de courbes très souvent, donc qui est des choses qu'on pourrait faire nous en tant qu'humains, mais qui sont très chronophages et très techniques, mais ils vont pas avoir vraiment du recul sur la situation par rapport au marché, ils vont pas réellement prendre en compte des critères macroéconomiques et microéconomiques, ils vont uniquement se baser sur de l'analyse de courbes pour prendre une décision si c'est le moment de rentrer ou si c'est le moment de sortir. Mais basé avec du machine learning, de l'intelligence artificielle, il y a certains robots de trading qui fonctionnent très très bien et certaines personnes qui arrivent à sortir avec de la plus-value. Est-ce que c'est quelque chose que je recommanderais à un débutant ? Non, pas du tout, parce que la volatilité va être encore plus importante. Donc c'est mettre du risque sur une classe d'actifs qui est déjà très risqué. Très risqué. Donc pour un débutant, non, c'est pas du tout approprié. Mais quelqu'un qui a un portfolio crypto assez important, qui a déjà réalisé des gains et qui se dit bon bah pourquoi pas mettre 3, 5, 7% de mon portfolio crypto total sur un bot de trading, pourquoi pas, mais il faut être au courant des risques qui sont associés. Ok. Je voulais aussi avoir un petit peu ton avis sur forcément sujet d'actualité et qui est un petit peu, je pense, ce que tout le monde aime savoir en ce moment, enfin quand on écoute les podcasts, c'est un petit peu quelle est surtout la boule de cristal, quelle est un petit peu ta vision du marché aujourd'hui. Là on est on enregistre à peu près à $65,000 le Bitcoin. Est-ce que tu penses, comment tu vois les choses dans les prochaines années avec le halving qui vient d'arriver? Est-ce que alors je te pose plein de questions en une, hein, tu les répondras dans l'ordre que tu veux bien sûr. Hein. Est-ce que tu crois un petit peu dans cette théorie des cycles qui fait que post-halving on aura forcément une poussée? Est-ce que tu penses que maintenant c'est trop tard, c'est déjà arrivé, donc trop prévisible? Est-ce que tu penses que c'est une prophétie auto-réalisatrice? Bref, qu'est-ce que tu penses déjà un petit peu de cette théorie des cycles et du coup, quelle est un petit peu ta vision du marché actuel? Ce halving, historiquement, a toujours un impact très positif sur les cours. On l'a vu en 2012, en 2016, en 2020, en 2024. La grande question, c'est est-ce qu'à nouveau, les cours vont exploser? Tout le monde se pose la question. Alors moi, je pense que déjà, les cours ont largement explosé. Moi, je trouve que c'est la première fois, tu me dis si je me trompe, hein, première fois où on pète l'ATH avant halving. Je te le confirme, c'est la première fois. C'est la première fois parce que je pense qu'on est sur un marché qui est totalement différent par rapport aux années précédentes. Il est différent, parce que l'adoption n'est plus la même. On a beaucoup plus de personnes maintenant qui sont exposées aux crypto. Il y a même une étude de la DAN qui est sortie il y a quelques semaines de ça qui dit que maintenant 12% des Français détiennent de la crypto. C'est considérable. Donc, on a plus de personnes, plus de particuliers, plus de retail. Et 2, on a des institutionnels maintenant qui sont sur le marché crypto. On a des gestionnaires d'actifs qui proposent des produits d'investissement crypto. Et on l'a vu avec le lancement de ces ETF Bitcoin Spot, ont littéralement explosé aux États-Unis. Ils font même partie des plus beaux lancements de tous les ETF, toutes classes d'actifs confondues. Donc bien sûr, tout ça, ça a dragué beaucoup de liquidités. Et le dernier point, c'est que les gens ne sont pas réellement bêtes et ont cherché à anticiper ce halving quand ils voient que un halving a un impact positif la première fois, la deuxième, la troisième. Au bout d'un moment, les gens anticipent. Ils price effectivement cet halving. Donc je pense que si on a pété l'ATH pour la première fois avant halving, c'est parce que tout ça a été un petit peu pricé. Néanmoins, je pense que ce marché haussier, ce bull run n'est pas terminé. Je pense qu'on a encore sur l'année 2024 des upsides de gains. C'est mon avis perso, peut-être que je me plante totalement, mais je pense qu'on est à peu près au milieu de cette vague haussière et que sur l'année 2024, ce serait pas délirant d'aller chercher cette barre des $100,000. Je te donne un petit peu ma boule de cristal, c'est mon avis perso une nouvelle fois. Mais aller chercher cette barre des $100,000 d'ici 2024, pourquoi pas, c'est quelque chose de possible. Par contre, si tu me demandes de parler maintenant à un horizon un peu plus long terme, 2025, 2026, 2030, est-ce qu'on va aller chercher $100,000 ?
Ah oui, pour moi, oui, j'en suis convaincu. Là, il y a la question, elle se pose pas. Sur le donc, très long terme. Sur du très long terme, je suis persuadé que Bitcoin ira chercher cette barre des 100 000 $. Et quand Bitcoin se porte bien, il va driver avec lui le reste du marché. Et derrière, on va avoir des grosses capitalisations comme Ethereum qui va suivre dans la foulée. Et puis après, on va avoir les plus petites capitalisations, donc les altcoins, qui vont derrière grossir en termes de capitalisation, parce que c'est toujours Bitcoin qui drive le marché. Et derrière, les liquidités qui ont été sur Bitcoin ont tendance à se déporter sur les projets un peu plus exotiques, sans pour que ce soit autant tous des shitcoins. Hein. Je tiens à le préciser. Ouais. Altcoin n'est pas égal à shitcoin tout le ouais. temps. Il y a des altcoins qui sont très intéressants. Ouais. Aujourd'hui, tu sais combien il y a de cryptos qui ont été créés? Parce que j'ai l'impression qu'au début, en 2017, il y en avait, je crois, 1000. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a 1000 qui se créent tous les jours. Est-ce que tu as une idée du volume de nombre de cryptos qui existent? Mais je pense que tu déconnes pas. Hein. Quand tu dis 1000 par jour, c'est possible. Aujourd'hui, tout le monde peut créer sa crypto. En 2017, c'était un peu un truc de geek encore, les cryptos. Aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent de littéralement créer ta crypto. Ce serait même marrant qu'on fasse ça, qu'on prenne le temps. On fait ça en live. On prend 5 minutes et on crée la crypto. Exactement, tu vois. Mais tout le monde peut créer sa crypto. Après, comment s'il y a pas de projet derrière, bah c'est ce qu'on va appeler un shitcoin. Et le seul moyen de faire grossir ta crypto, la capitalisation de ta crypto, ça va être. C'est d'en parler dans le podcast. Ça va être de faire venir des influenceurs qui vont faire draguer des volumes dessus. Mais des cryptos, il y en a vraiment énormément. Il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Donc c'est pour ça qu'on peut considérer que 99% d'entre elles sont des shitcoins, mais 99% de plusieurs dizaines de milliers, ça veut dire qu'il y en a quand même plusieurs dizaines qui en réalité sont des projets très solides. Ok. Si on revient un petit peu à Bitcoin et un petit peu à la philosophie derrière, tu as dit que t'es pas forcément maximaliste, mais tu as quand même une conviction quand même assez forte. Comment toi tu verrais finalement, pour quelles raisons tu investis dans Bitcoin? Est-ce que tu investis vraiment dans le cadre d'une diversification patrimoniale parce que tu veux être exposé à cette classe d'actifs, ou est-ce que tu investis plutôt en te disant un jour j'utiliserai mes bitcoins en tant que moyen de paiement, en tant que valeur refuge pour acheter je ne sais pas de l'immobilier ou je ne sais, bref. Comment tu vois toi entre guillemets le futur de l'utilisation, de l'intérêt de Bitcoin? Est-ce que tu le vois vraiment comme une valeur refuge comme l'or aujourd'hui par exemple? Est-ce que tu le vois comme un moyen vraiment d'échanger de la valeur? Ou est-ce que tu le vois vraiment comme diversification patrimoniale et profiter d'une potentielle hausse, donc plutôt / spéculation? Oui, dans un premier temps, si je suis arrivé dans la crypto en 2017, c'était pour gagner de l'argent avec. Donc j'ai vraiment mis les cryptos dans une logique de diversification de mon patrimoine. Mais petit à petit, j'ai été convaincu par le projet Bitcoin pour son aspect vraiment valeur refuge. Pour moi, c'est inéluctable que les monnaies fiat, les monnaies fiduciaires connaîtront un effondrement un jour ou un autre. Je dis pas qu'on le verra de notre vivant. Alors, je pense pas que ça peut cohabiter. J'entends beaucoup d'experts qui parlent d'une cohabitation en fait. Que ce serait pas déconnant d'avoir les deux cohabiter. Oui, c'est ce qu'on verra, je pense, à notre vivant. Bitcoin se présentera comme une alternative, encore une roue de secours aux monnaies fiduciaires qui connaissent des niveaux d'inflation extrêmes. Alors en France, on a observé 6% il y a quelques mois de ça. Tout le monde s'est affolé, tout le monde a paniqué. 6%, faut savoir que c'est pas grand-chose. Hein. Aux États-Unis, on tournait autour de 10%, et en ce moment, en Argentine, on a 280%. Donc, et dans les années 80, on était à 15% d'inflation, je crois. Donc aujourd'hui, je considère que les monnaies fiat, USD, euro, yen sont des monnaies qui sont plutôt solides, mais un jour ou un autre, elles finiront vraiment par s'écrouler. On le verra pas de notre vivant, ça c'est évident. Et c'est vraiment là on pourra voir Bitcoin se présentant comme la monnaie de référence, la valeur refuge. Mais en attendant, effectivement, Bitcoin ne sera qu'une alternative, qu'une roue de secours à ces monnaies fiat qui se déprécieront année après année, mais pourcent par pourcent. Ok. Très bien. Je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus parce que je trouve intéressant d'avoir quelqu'un qui est dans le secteur et tu vois qui nous dise un petit peu quel est son avis, tu vois, sur l'utilisation, parce que c'est vrai que on a tendance, j'ai l'impression, à vouloir toujours investir que pour gagner de l'argent et tout ça. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a quand même aussi une philosophie derrière et donc c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Ouais. Mais je pense aussi, nous, en tant que occidentaux, en tant que Français, on a un système bancaire qui tient plutôt bien la route. Notre euro tient plutôt bien la route, même si il y a quelques niveaux d'inflation plus importants. Mais si on habitait dans un pays comme en Afrique,
ou dans certains pays d'Amérique latine, Bitcoin serait beaucoup plus évident. Je t'ai donné l'exemple des 280% d'inflation. Salvador, les premiers qui ont accepté le Bitcoin parce que justement, je pense qu'il y avait un problème justement de confiance en leur monnaie, quoi. Confiance par rapport aux monnaies et peut-être un sentiment de vouloir se détacher de cette dépendance du dollar. Ça me fait marrer d'ailleurs, les BRICS en ce moment parlent beaucoup de l'émission de leur monnaie adossée à l'or. Moi, j'ai envie d'intervenir dans l'un de leurs forums et de leur demander mais pourquoi on n'utiliserait tout simplement pas Bitcoin. Bitcoin, ouais, c'est clair. Ce serait au final beaucoup plus simple pour vous parce que la monnaie elle existe déjà, elle est utilisée par des millions de personnes à travers le monde et ça coûterait beaucoup moins cher, ce serait instantané, ce serait beaucoup plus transparent, beaucoup plus robuste. Divisible, facile à stocker. Exactement. Pourquoi pas utiliser au final Bitcoin plutôt que leur monnaie qu'ils aimeraient émettre et qui a des salaires. Je te mettrai en contact avec. Ok. Écoute, merci Victor pour tout ça. Est-ce que on peut en parler un petit peu de ce que vous proposez avec Ambro. Quel est votre quels sont les services que vous proposez? Alors, j'ai envie aussi d'en profiter pour reparler un petit peu de ce côté gestion passive et donc. Je vais pas dire ETF parce que du coup c'est pas le terme associé, c'est pas le terme approprié, pardon. En gros, si on veut travailler avec vous, si on veut investir chez vous, comment ça se passe? Alors déjà, Ambro, c'est une application mobile qui est disponible sur le store, sur Android ou sur Apple, peu importe. Donc notre client, quand il va se créer un petit compte, nous, dans la foulée, on va chercher à savoir pourquoi il est là. Quels sont ses objectifs, quelles sont ses attentes, combien il veut investir, qu'est-ce que ça représente par rapport à ses revenus, son patrimoine, pour combien d'années il veut investir et surtout... Faites un petit bilan patrimonial. Tu as très bien compris. Donc on va chercher vraiment à définir quel est son profil d'investisseur. Nous, dans la foulée, une fois qu'on a collecté ces informations sur lui, on va lui faire une vidéo personnalisée. Donc l'un de nos conseillers de notre équipe va se mettre face à la caméra et en une petite dizaine de minutes, il va reprendre le profil d'investisseur du client pour lui préconiser une stratégie d'investissement vraiment personnalisée, sur mesure, basée sur son profil d'investisseur. Et cette stratégie d'investissement, elle va pas être basée sur telle ou telle crypto, on va pas faire du stock picking pour le compte de notre client, mais on va l'exposer, on va lui proposer de s'exposer à l'un de nos paniers crypto, ou nos fonds indiciels, portefeuille, ou ce que tu veux. ETF, pour faire très simple. Donc on va lui recommander une stratégie d'exposition à un panier crypto plus ou moins risqué en fonction de son profil. Sur cette stratégie, nous, on va également énormément insister sur le fait de rentrer en plusieurs fois. Donc rentrer petit à petit en DCA, donc Dollar Cost Average, qui consiste à rentrer à un rythme régulier et peu importe comment se comportent les marchés, qu'on soit au top ou tout en bas, on vient lisser au maximum ses points d'entrée pour absorber la volatilité. Alors dans ce cadre-là, c'est avec une épargne mensuelle ou c'est si un capital alloué que vous le fractionnez, ou les deux? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. C'est au client de le déterminer. C'est d'ailleurs une question qu'on lui pose dans tous les cas, vous dites jamais en une fois, quoi. Vu la volatilité des marchés, vous conseillez la majeure partie du temps de rentrer en plusieurs fois. Alors je pense que ça peut être aussi pertinent d'entrer en une seule fois. Un investisseur qui est vraiment capable de se projeter sur le très long terme, qui me dit écoutez, moi j'ai des liquidités, je suis là pour 10, 15, 20 ans. Pour moi, c'est pertinent d'entrer en une seule fois sur des actifs aussi solides que Bitcoin et Ethereum. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui s'expose sur une période d'investissement un peu plus courte, parlons du moyen terme, une période de 3-4 ans, là, je pense que c'est plus pertinent de lisser au fur et à mesure. Donc, est-ce que vous prenez en compte aussi un peu les effets d'euphorie et de cycle? Par exemple, si on vous appelle et que on est comme ça, est-ce que là, du coup, vous avez plus tendance à parler de DCA, même si c'est long terme, ou vous dites non, dans tous les cas c'est 15 ans, bon même si en ce moment c'est comme ça risque de faire ça, mais vous savez que sur le long terme ça va repartir. Donc est-ce que vous prenez en compte quand même, on va dire les exubérances de marché? Les cycles, on en parlait tout à l'heure, donc on a pu observer des cycles de 4 ans historiquement, depuis le lancement de Bitcoin en 2009, mais qui nous dit qu'on va encore avoir des cycles de 4 ans dans les années à venir. Donc au final, si on s'amuse à faire ça, c'est ce qui s'appelle essayer de pricer le marché, timer le marché. C'est dangereux, quoi. C'est dangereux parce qu'au final, c'est presque de la gestion active. Enfin, on pourrait presque considérer ça comme de la gestion active. Et tu l'as bien compris, chez Ambro, on ne fait pas du tout de la gestion active. On est des investisseurs passifs parce qu'on considère qu'on n'est pas plus intelligent que le marché. Donc non, on va pas chercher à timer le marché. Néanmoins, on considère que quelqu'un qui est entré
potentiellement un moment où les marchés étaient assez bas et qu'il y a des gains, des plus-values latentes qui sont assez considérables de plusieurs dizaines de pourcents en l'espace de quelques mois, même si l'investisseur avait un horizon moyen terme, pourquoi pas sortir et prendre une partie de ses profits. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait recommander si le client nous interroge là-dessus. Ok. Et alors là, je reviens au début du parcours client que vous faites. Quand vous faites votre bilan patrimonial, est-ce que, j'imagine que vous avez donc le patrimoine global du client, et est-ce que vous recommandez une allocation du patrimoine max sur la poche crypto, par exemple? C'est comme ça que vous fonctionnez? Souvent, on nous demande combien il faut investir. Il n'y a pas de bonne réponse. On ne sait pas. Tout dépend de votre situation personnelle. Ça dépend de combien vous gagnez, combien vous dépensez, est-ce que vous avez des prêts et quelle est la constitution de votre patrimoine à l'heure actuelle. Donc, la première réponse, c'est oui, il faut parler en termes de proportion, en termes de pourcentage par rapport à ce que vous détenez. On considère qu'avoir moins de 1% de son patrimoine global en crypto, c'est pas forcément pertinent parce que c'est trop peu. Et mine de rien, s'exposer aux crypto, ça demande quand même d'ouvrir un compte sur une nouvelle plateforme. Et donc si on met 10 €, bon, ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup. Ensuite, s'y exposer entre 1 et 5%, ça commence à être pertinent. En effet. 1 et 5%, c'est une allocation qu'on recommande dans la très grande majorité des cas à nos clients. Entre 5 et 10%, c'est vraiment pour les investisseurs qui sont convaincus et qui sont prêts quand même à prendre un risque assez conséquent. Et au-delà de 10%, là on considère que c'est des personnes qui sont déjà dans l'écosystème depuis quelques années, qui connaissent très bien cette classe d'actifs. Les pros, quoi. Et voilà. Pros du domaine. Donc c'est pas réellement nos clients chez Ambro. Donc nous, la majorité de nos clients vont être entre 1 et 5% de leur patrimoine global en crypto. C'est marrant, je t'ai posé la question pour tester et j'ai exactement la même, moi en tant que conseiller financier, quand j'accompagne un client qui veut investir en crypto, j'ai le même, je dépasse jamais les 10%, clairement. Ouais. Je considère que si la personne vient me voir pour savoir dans quoi investir et qu'elle débute dans les cryptos, je me permettrai jamais de lui recommander plus de 10% de son patrimoine. Et encore, quand on arrive à 10%, c'est que c'est un profil agressif, dynamique, un jeune, voilà. La majeure partie, on est plutôt entre 1 et 5 aussi. Okay, mais voilà, après avoir 50, 60, 70% de son patrimoine global en crypto n'est pas forcément mauvais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des fortunes avec les cryptos, faut le savoir, et qui par défaut, du coup, ont la grande majorité de leur portefeuille global, de leur patrimoine global en crypto et qui essayent de le réallouer un petit peu, mais tout ça prend du temps. Donc il y a des gens qui par défaut sont exposés aux cryptos, mais d'une manière vraiment considérable par rapport à leur patrimoine global. Yes. En ce qui concerne les frais, j'accorde une importance assez importante aux frais, je pense que l'audience le sait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi, pour être tout à fait transparent, quels frais? Alors j'imagine que forcément vous prenez plus de frais que si la personne le faisait tout seul, parce que forcément, il faut bien aussi que vous gagnez votre vie. Comment vous fonctionnez à ce niveau-là au niveau des frais? Ouais, alors je sais que les frais c'est très important pour toi en tant qu'investisseur passif, notamment qui s'expose aux ETF. T'es un chasseur de frais et je suis pareil, je l'applique à titre perso. Déjà, on peut pas comparer les frais que tu vas avoir en tant qu'investisseur sur les marchés boursiers par rapport aux ceux des marchés crypto. On est sur deux classes d'actifs qui sont totalement différentes. Les coûts d'infrastructure ne sont pas les mêmes. Donc nous, chez Ambro, on va se rémunérer à 3 niveaux. On va prendre des frais d'achat. Donc entre le moment où le client envoie des fonds en fiat, en euros sur la plateforme, et ces euros sont convertis en crypto, donc sur un ou plusieurs de nos paniers, on va prendre des frais de l'ordre de 2%. Ensuite, on vient se rémunérer à un deuxième niveau, qui sont les frais de gestion, les frais de service mensuels. Comme je t'ai dit qu'à la fin de chaque mois, on vient rééquilibrer le portefeuille automatiquement. Donc, on vient sortir les crypto-monnaies, les opportunités moins intéressantes pour remplacer par les nouvelles opportunités du marché. Et tout ça, ça a un coût. Donc, on facture à nos clients à la hauteur de 0,2% par mois, ce qui fait 2,4% à l'année en frais de gestion. Et ensuite, on va prendre des frais de vente. C'est-à-dire que au bout de 1 an, 5 ans ou 10 ans, quand le client souhaite vendre ses actifs, eh bien, on va prendre des frais de 2% pour les frais de conversion de ses cryptos en euros et pour pouvoir lui renvoyer ses euros dans un délai de 5 jours ouvrés sur son compte bancaire. Ok. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, forcément, vous êtes une entreprise qui fait ça, donc forcément, il faut aussi que vous vous rémunérez, donc c'est normal que vous preniez vos frais. Comment vous justifiez finalement ces frais-là en termes de plus-value apportée au client VS, alors là, je compare vraiment la personne qui veut se lancer tout seul pour éviter ces frais-là, VS quelqu'un qui veut être accompagné et du coup qui est OK pour payer ces frais-là, justement pour être accompagné. C'est quoi votre plus-value? Comment vous les justifiez dans l'accompagnement du client? Prenons
l'exemple le plus connu, qui est la plateforme la plus utilisée par les débutants, c'est Binance. Binance est de loin la plateforme la plus utilisée dans le monde. Il compte plusieurs dizaines de millions de clients. Un client, quand il va se rendre sur Binance, il va se créer son compte, il va juste valider son identité, ce qu'on appelle faire un KYC. Et derrière, il arrive sur cette grande plateforme de trading qui est composée de dizaines et dizaines de crypto-monnaies, mais qui sont pour la plupart, j'ai envie de te dire, des shitcoins. Parce que l'objectif de Binance, c'est que tu fasses un maximum de trades, un maximum de volume. Donc Binance va se rémunérer entre environ 0,2% par trade passé. Donc c'est sûr, si on parle des frais d'Ambro qui sont 2%, c'est pas du tout les mêmes. On pourrait considérer qu'on est 10 fois plus élevé. Sauf que quand tu vas arriver sur Binance en tant que débutant, tu vas faire toutes les erreurs dont on a parlé. Tu vas te mettre à trader avec des effets de levier. Tu vas FOMO. Tu vas investir sur des shitcoins. Tu vas pas être capable de constituer toi-même un portefeuille diversifié. Tu vas te projeter très souvent sur le court terme. Tu vas être très actif dans tes investissements. Et très souvent, ça entraîne de la perte. Dans 85% des cas, les gens qui vont sur une plateforme comme Binance perdent de l'argent. Ah oui, ils payent pas cher, mais ils perdent de l'argent au final. Nous, chez Ambro, c'est différent. Donc, on accompagne le client dans le sens où on nous propose une stratégie d'investissement. Et 2, on va venir l'épauler pendant toute son aventure. Le client, il faut savoir que il y a des mouvements de volatilité importants, à la hausse comme à la baisse, et il a besoin d'être rassuré. Chez Ambro, il y a un contact, un conseiller qui est attitré à chacun des clients, pas un conseiller qui est basé au fin fond de l'Europe ou au fin fond de l'Asie ou je ne sais où. C'est des clients qui sont français, des conseillers qui sont français, qui sont basés en France, et qui sont à même d'accompagner nos clients parce qu'on est une société régulée par l'AMF. Et au-delà de ça, on propose des produits qui sont uniques, dont on a parlé aujourd'hui. Ce sont ces fameux paniers crypto. Sur n'importe quelle autre plateforme, tu vas investir sur des cryptos, tu vas toi-même un petit peu constituer ton propre portefeuille, ce qui va engendrer beaucoup de bêtises. Tu pourrais même t'amuser à recopier un portefeuille d'Ambro, mais bon courage à toi parce qu'à la fin de chaque mois, il va falloir que tu fasses ton rééquilibrage. Ça va peut-être t'amuser de le faire un mois ou deux parce que ça va prendre quelques heures, mais le faire le 30 ou le 31 de chaque mois, tu vas te rendre compte qu'au final, on sort totalement de cette logique de gestion passive, de sorte d'y passer le moins de temps possible. Et au bout d'un moment, tu finis par abandonner, tu laisses tomber tu finis par oublier ton portefeuille. Ce qui peut être bien si ton portefeuille est composé uniquement de Bitcoin et Ethereum, mais quand tu as quelques altcoins, ça bouge beaucoup. Là, pour le coup, ça demande une certaine maintenance. Puis des frais aussi, parce qu'il faut chaque fois passer les trades aussi. Exactement. Donc si chaque mois tu t'amuses à faire un rééquilibrage de ton portefeuille, tu paierais au final les 0,2% que tu payes, que nous on peut refacturer chez Ambro. Et en termes d'indices, du coup, aujourd'hui, vous en proposez combien? 5, c'est ça de mémoire? On a 5 paniers crypto chez Ambro, en présentant des risques plus ou moins importants. Donc ça commence par prudent. Prudent, faut savoir que ça reste risqué en termes de volatilité. Ouais, on va dire que dans l'écosystème crypto, c'est prudent, mais au sein d'un patrimoine global, ça reste bien évidemment très risqué parce que c'est de la crypto, quoi. Exactement. Donc prudent, équilibré, dynamique, en finissant par un trépide. Donc pour faire pour te donner une idée de ce que c'est qu'un portefeuille prudent, ça va être un portefeuille qui va être composé uniquement à 50-50 de Bitcoin Ethereum. Et typiquement dans un mois où le prix de Bitcoin augmente plus rapidement que celui d'Ethereum et au final le 30 du mois on a 60% de Bitcoin pour 40% d'Ethereum au sein du portefeuille. Donc nous on vient revendre l'excédent de Bitcoin pour acheter les Ethereum qui sont minoritaires et revenir systématiquement à un niveau 50-50. Comme ça il n'y a pas un déséquilibre au sein du panier crypto. Ensuite on va avoir notre panier équilibré, le panier top 10 dont on a parlé, on va pas revenir là-dessus. Ensuite on va avoir un portefeuille dynamique qui va être composé uniquement des projets green parce qu'on a beaucoup de nos clients qui ne veulent pas s'exposer à Bitcoin parce qu'ils sont convaincus que c'est une catastrophe écologique. C'est vrai que Bitcoin a quand même une empreinte carbone non négligeable, mais il y a un débat là-dessus. Est-ce que c'est pertinent? On n'a pas eu le temps d'en parler. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais pour certains de nos clients, c'est insensé pour eux d'avoir du Bitcoin dans un portefeuille, mais ils seraient quand même intéressés pour avoir un petit peu de crypto. Donc on a créé une thématique green qui sont posées uniquement des cryptos natifs, des projets de proof of stake, donc preuve d'enjeu, des blockchains de nouvelle génération, peu énergivores, qui sont quand même 99,9999% en moins que par rapport à Bitcoin. Ensuite, on va avoir une thématique autour de la finance décentralisée. Donc là, on va commencer à être sur une thématique quand même très risquée parce que on va être exposé à des sur des altcoins déjà, quoi. On n'a plus de blue chip pour le coup, on est que sur des altcoins composés uniquement de projets jeunes sur lesquels on a peu d'historique, peu de recul, mais qui présentent en contrepartie des potentiels de croissance très importants parce qu'on va être sur des small caps. Et enfin, une thématique qui va être pour moi la plus risquée et qui va être vraiment une thématique plaisir pour ceux qui veulent vraiment prendre du risque sur une classe d'actifs qui est déjà risquée. C'est notre thématique autour des NFT, Metaverse et gaming. C'est des
projets qui peuvent qui présentent des upsides de gains considérables, mais sur lesquels on peut pas du tout s'engager, qui vont rester sur le long terme. Par contre, en s'exposant à un panier comme ça, sachant que chaque mois on fait un rééquilibrage, si un projet devient de moins en moins intéressant et voit sa market cap baisser, on ne va pas attendre qu'il meure, on va juste à la fin de chaque mois le remplacer par le nouveau projet qui sera considéré comme intéressant au sein de cette thématique NFT, Metaverse et gaming. Et est-ce que c'est possible de se dire je vais aller chez vous, mais je veux avoir 50% de mon portefeuille dans le portefeuille prudent, donc avec des blue chips, et juste 20% sur le truc ultra risqué. Vous faites par exemple ça? On peut faire bien sûr, bien sûr, tout le temps. Enfin, le gros de notre AUM, notre asset under management chez Ambro, il va être très majoritairement sur le panier prudent 50-50 Bitcoin et Ethereum et le portefeuille top 10. Mais très souvent, on a une petite allocation qui va être allouée au panier DeFi, au panier NFT Metaverse. Donc, un exemple d'un patrimoine crypto qui pourrait être pertinente, c'est 95% sur le panier top 10 et 5% sur le panier finance décentralisée. Par exemple, un exemple... Okay. Une stratégie qu'on pourrait préconiser à un client qui souhaite avoir un petit peu de risque et qui est assez dynamique. Ok. Et comment ça se passe concrètement dans votre gestion finalement des fonds? Donc par exemple imaginons qu'on est sur le portefeuille prudent là, avec 50-50 Bitcoin et Ethereum. Est-ce que pour chaque client vous faites le rééquilibrage ou vous avez une sorte de fonds avec vous mutualisez l'argent des épargnants comme un fonds commun de placement et que c'est on va dire ce fonds qui est finalement le cumul de la somme des épargnants que vous rééquilibrez pour le faire qu'une fois, ou vous le faites pour chaque client? On va le faire, on fonctionne comme un fonds commun de placement. Ouais. T'as très bien compris l'idée. Finalement, pour éviter de faire 50 fois la même Exactement. C'est juste pour nous faire gagner du temps, nous faire gagner de l'argent, parce que si on doit le faire pour tous les clients, on aurait un volume de transactions qui serait considérable. Ouais, là, ce serait plus les mêmes frais de gestion. Et qui pourrait engendrer peut-être certaines erreurs, je ne sais pas, mais on opère au final comme un fonds commun de placement. Donc en fait, quand un client vient déposer des euros, automatiquement ces euros sont convertis en crypto. On vient s'approvisionner auprès de fournisseurs de liquidités, des market makers. Donc ça peut être des professionnels ou bien donc des professionnels où on travaille en B2B, ou bien ça peut être même des plateformes comme Binance, Kraken ou autres. On s'approvisionne auprès d'eux. On vient détecter là où le prix est le moins cher, parce qu'il faut savoir que le prix diffère sur chacune des plateformes. Donc notre rôle, c'est de repérer là où c'est le moins cher à l'instant T. Une fois que l'achat est opéré, on va transférer ces cryptos sur notre portefeuille à froid. Donc on pourra revenir peut-être plus tard sur ces deux notions. Un portefeuille à froid, c'est un portefeuille qui présente les plus hauts standards de sécurité en termes de conservation d'actifs. Et derrière, on fait une conservation bête, tout ce qu'il y a de plus bête, de 1 pour 1 de chacun de ces actifs. On va pas s'amuser à prêter les liquidités de nos clients, on va pas s'amuser à faire du staking, donc c'est-à-dire les bloquer sur la blockchain pour générer du rendement dessus. On les conserve à 1 pour 1. On a vraiment du hold, donc on tient nos positions au sein de notre portefeuille à froid. Et le jour où le client souhaite récupérer ses liquidités, au bout d'un mois, 1 an ou 5 ans, peu importe, eh bien c'est le chemin inverse. On les sort de ce portefeuille à froid pour les renvoyer vers un fournisseur de liquidités, les convertir en euros et les renvoyer vers le compte bancaire de notre client dans un délai de 5 jours ouvrés. Ok. Parce que j'ai justement te posé la question de qu'est-ce qu'on va faire si on veut sortir l'argent, comment ça se passe, mais tu as anticipé ma question. Je veux bien que tu détailles rapidement quand même le concept du portefeuille à froid. Je pense que ça peut intéresser les plus débutants d'entre les auditeurs. C'est quoi le concept? Pourquoi on vous met sur un portefeuille 3 et pourquoi vous laissez pas sur un exchange par exemple? Si tu laisses des liquidités sur un exchange comme Binance, Kraken ou Coinbase, à l'époque FTX qui n'existe plus aujourd'hui, qui est justement une des raisons pour laquelle il faut avoir un portefeuille froid. Moi, c'est depuis la chute d'FTX que je me suis enfin décidé d'acheter un portefeuille froid, quoi. Et tu as très bien fait. Et je pense que je suis pas le seul à avoir eu. Oui, la courbe de croissance de Ledger a d'ailleurs explosé à ce moment-là. Pour c'était la meilleure nouvelle de leur vie, quoi. Toutes les boîtes crypto étaient un petit peu dans le dur, toutes les boîtes d'asset management. Et mais il y en a une qui a boom. bien fonctionné, c'était Ledger à ce moment-là. Mais bien joué, leur produit est exceptionnel. Mais voilà, revenons à ces maxi plateformes. Faut savoir qu'il y a un risque de contrepartie. Donc en fait, quand on vient déposer des liquidités sur Binance, faut faire confiance à Binance. Alors Binance aujourd'hui, une filiale en France est régulée en tant que PSAN, mais Binance a quand même énormément de casseroles au cul. D'ailleurs, son CEO est en plein procès en ce moment pour blanchiment d'argent, escroquerie, etc. aux États-Unis. Donc il faut faire confiance à cette plateforme-là. Et quand on fait confiance, parfois,
parfois il y a de la perte, hein. On l'a vu avec FTX, même si c'est la deuxième plus grosse plateforme au monde, elle s'est quand même plantée, elle a mené des escroqueries, son dirigeant était en réalité une personne qui a fraudé tous ses clients, donc il faut s'en méfier. Alors que quand on vient conserver ses actifs à froid, on va pas être dépendant d'une contrepartie, on est dépendant que de soi-même. On est responsable. Responsable, pardon, tu mets le bon mot. Donc au final, il n'y a pas de Binance, de Kraken ou autre. Vraiment, on fait confiance qu'à la blockchain parce que les fonds sont conservés sur la blockchain. Donc le seul moyen pour que les fonds soient perdus, c'est que la blockchain en réalité se casse la gueule. Donc pour perdre ces bitcoins sur la blockchain Bitcoin, il faudrait que la blockchain Bitcoin s'écroule. Par contre, avoir un portefeuille à froid, ça a quand même certaines contraintes parce qu'il faut savoir gérer ses clés privées ou encore ses mots de passe, pour faire très simple. Et si jamais tu perds ton mot de passe de 24 mots, eh bien tu perds tout. Sachant que c'est quand même la deuxième, t'as le droit quand même de perdre un mot de passe. Et les 24 mots, c'est pour récupérer ton premier mot de passe. Donc il faut quand même que tu perdes 2 tes mots de passe. Donc c'est ça. Mais bon, il y a les 24 mots, comme tu dis, c'est la dernière sécurité c'est la dernière chance. Donc très important de bien les sécuriser. Mais même en étant calé, parfois il y a des gens qui font des erreurs par manque de précaution et qui finissent par perdre leurs clés privées. On a même dernièrement, j'ai lu un article à propos de ça, le dirigeant d'une grosse banque estonienne qui avait investi sur Ethereum à son ICO en 2014, qui avait acheté pour 250 000 Ether, ce qui représente à peu près 800 millions de dollars au cours actuel de l'Ethereum qui vaut 3100 et quelques. Donc 800 millions de dollars. Mais il a perdu sa clé privée, il a plus accès à ces 800 millions et au final il peut faire une croix dessus. Donc même quelqu'un qui était un petit peu dans l'écosystème, qui était très early en 2014, qui a pu faire quand même de grosses erreurs. Donc gérer un portefeuille à froid, oui, mais faire attention à ses clés privées. Ok. Écoute Victor, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que déjà il y a quelque chose qu'on aurait oublié de mentionner, sur lequel tu aimerais peut-être ajouter? On n'a pas eu le temps de parler de tout. J'aurais bien aimé avoir le débat avec toi sur l'empreinte carbone du Bitcoin et pourquoi c'est bien ou pas bien d'avoir le proof of work, mais malheureusement on est un peu contraint par le temps. Est-ce que du coup tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimerais rajouter, s'il y a quelque chose à rajouter sur cet épisode-là? Ouais, déjà merci beaucoup de m'avoir accueilli sur cet épisode. C'était avec grand plaisir. Par rapport au marché crypto, donc le bull run, pour moi, on ne doit pas parler bull run ou pas bull run. Moi, je pense que d'une manière générale, quelqu'un qui souhaite s'exposer à cette classe d'actifs, faut qu'il parte vraiment sur le long terme, qu'il ne soit pas dans une logique trading, etc. Vraiment se projeter sur le long terme et se dire qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais moments pour investir, même si les marchés aujourd'hui sont très hauts par rapport à l'historique qu'on a pu connaître. Se pas dire que c'est un mauvais moment pour investir. Tous les moments sont bons pour investir à partir du moment où on est convaincu de l'actif sur lequel on investit. On l'a compris. Et qu'on l'a compris et qu'on est capable de se projeter sur plusieurs années. Et pour moi, généralement, il n'y a pas de grossière erreur derrière et il y a du gain à aller chercher. Bon, trop bien. Est-ce que, avant de terminer, c'est un épisode qui est sponsorisé par Ambrosia. Est-ce que tu aurais peut-être un petit cadeau à offrir aux auditeurs qui voudraient tester votre plateforme? Est-ce que, je sais pas, tu peux faire un petit geste pour les auditeurs d'Investir Simple, je sais pas moi, un code promo, je sais pas, qu'est-ce qui est possible de faire? Ouais, carrément. On parlait des frais tout à l'heure. On peut offrir un petit cadeau pour chacun des auditeurs. On peut tout simplement splitter par 2 nos frais d'entrée, nos frais d'achat. Donc faire un code promo de 50%. Donc au final, ça ne coûterait que 1% sur le montant qui est déposé pour chacun de tes auditeurs avec une validité ad vitam aeternam. Trop bien. En plus, les auditeurs savent que je suis très sensible aux frais, donc ça me fait plaisir que tu fasses ce geste-là. Je mettrai bien sûr le lien en dessous de la description pour profiter de cette offre-là. Et Victor, merci beaucoup pour avoir fait cet épisode en direct, en physique. C'est toujours plus agréable de se voir en vrai. Merci, et puis à bientôt. Merci Thomas, à bientôt, salut.